Bonjour, Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un autre midi webinaire, aujourd'hui de la part du professeur Xavier Saint-Denis de l'INRS. Donc, c'est ça, un midi webinaire aujourd'hui qui est un bel exemple d'utilisation des données administratives, mais à l'analyse des dynamiques sociales multigénérationnelles. Donc, voilà, professeur Xavier Saint-Denis de l'INRS est aussi directeur du groupe de recherche, du groupe d'études, pardon, en statistique sociale. Son champ d'expertise inclut les inégalités sociales, sociologie du travail, éducation, compétences, statistiques sociales. J'en oublie quelques-uns, mais je vais laisser Xavier vous présenter. Xavier est très actif aussi au SIX, a plusieurs projets avec nous et ce sera aussi l'occasion de vous parler du prochain bootcamp en analyse de données administratives, le BADA, qui en sera en 2025 à sa troisième édition. Je vais laisser Xavier donner plus de détails. Alors, merci beaucoup, Xavier, pour ta présence aujourd'hui et ta présentation. Nos midi-webinaires ont toujours le même format. On débute à midi et quart, on termine à 13 heures. Une présentation de 25-30 minutes suivie d'une période, on termine avec une période de questions. Je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. Ou plus tard, là, quand on sera rendu à la période de questions, on peut vous donner le micro aussi si c'est plus simple. Alors, c'est comme vous voulez. Alors, je ne prendrai pas plus de votre temps, puis je vais laisser Xavier présenter. Merci. Merci beaucoup, Magali, pour l'invitation. Puis merci à tout le personnel du SIX, toute l'équipe du SIX d'avoir aidé à l'organisation du webinaire. C'est toujours un plaisir de venir présenter mes travaux au SIX. Donc, je vais commencer en partageant mon PowerPoint. Aujourd'hui, la présentation que j'ai préparée n'est pas une présentation d'un projet spécifique, mais vise un peu plus, vise plutôt à offrir un regard un peu plus large sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les données administratives canadiennes lorsqu'on veut étudier les dynamiques familiales plus complexes, donc qui vont au-delà d'un intérêt pour qui habite dans un même ménage. Et donc, en particulier, je vais m'intéresser aux dynamiques familiales multigénérationnelles, puis ça va devenir un peu plus clair qu'est-ce que je veux dire par là durant la présentation. Pour donner un peu de contexte, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressaient dans les dernières années aux liens familiaux multigénérationnels et aux réseaux familiaux élargis en sociologie, en démographie de la famille et dans différents champs de recherche. Donc, il y a différentes thématiques qui ont été abordées dans cette recherche-là. D'abord, une thématique qui est plus proche de mes travaux, qui est la transmission multigénérationnelle du statut socio-économique. Donc, au Canada, comme ailleurs, on a beaucoup d'études qui portent sur la mobilité sociale, donc la transmission du statut socio-économique d'une génération à l'autre. Mais à l'international, on a également, à travers plusieurs pays, des données qui ont permis d'étudier la transmission du statut socio-économique à travers plus que deux générations, donc à travers 3, 4, 5 générations. Pour voir si les inégalités se reproduisent non seulement d'une génération à l'autre, mais à travers un grand nombre de générations. Ensuite, on a toute une série de travaux qui s'intéressent à la proximité résidentielle des fratries, des parents, des grands-parents et de l'influence du lien entre la proximité résidentielle des membres d'une famille élargie et les décisions de mobilité géographique à différents moments des parcours de vie. On a aussi toute une série de travaux sur les solidarités familiales, le soutien entre les membres de la famille, le care fourni par les membres de la famille, en particulier qui ne résident pas nécessairement dans le même ménage, et une littérature sur les contacts avec les parents qui résideraient plus avec leurs enfants suite, par exemple, à une séparation ou un divorce. Parmi tous ces travaux-là qui ont certains points communs, on a aussi des travaux sur les ménages multigénérationnels, mais ici, c'est moins ce sur quoi ça sort un petit peu de mon champ d'intérêt dans la mesure où ici, on parle de projets qui s'intéressent à des personnes qui résident au sein d'un même ménage. Et donc, dans cette situation-là, on a moins l'enjeu méthodologique d'identifier des personnes qui appartiennent à la même famille mais qui ne résident pas ensemble, ne se pose pas vraiment. Donc, je vais moins parler de ce champ de recherche-là et des enjeux de données qui sont liés à ce champ de recherche. OK. Donc, quand on parle de liens familiaux multigénérationnels, de réseaux familiaux élargis, de quel type, ce qui est important, c'est
d'un point de vue de démographe, de sociologue, c'est de se demander de quel type de données on a besoin pour observer ces liens familiaux multigénérationnels dans les données. Donc, dans la plupart des bases de données transversales ou même longitudinales auxquelles on va avoir accès, on va avoir un échantillon d'individus qui font partie d'un ménage. Et donc, par exemple, on pourrait avoir 3 individus ici d'une génération numéro 1, génération numéro 2, génération numéro 3, qui forment, donc ici, là, je parle complètement à droite de la diapo, qui forment chacun leur propre ménage. Donc, ça, c'est le petit carré en gris là, qui signale que chacun a un ménage distinct. Par contre, il est possible que ces 3 personnes-là soient liées par des liens familiaux, même s'ils ne résident pas ensemble ou elles ne résident pas ensemble dans le même ménage. Et donc, euh, euh, l'enjeu devient de trouver des manières d'identifier les liens familiaux qui existeraient lorsque des personnes n'habitent pas dans le même ménage. Dans la plupart des enquêtes, on pose des questions sur les relations familiales entre les personnes d'un même ménage et la structure familiale d'un ménage en particulier. Lorsqu'on a des enquêtes de niveau ménage, là, qui est le type d'enquête le plus fréquent qui est mené par des agences comme Statistique Canada. Et donc, afin d'être capable d'identifier ces liens familiaux-là, par exemple des grands-parents pour la G1, les parents pour la G2 et les petits-enfants pour la G3, il faut avoir de l'information qui nous permet de remonter dans le temps. Donc, d'aller identifier, par exemple, le moment où un enfant de la 3e génération résidait avec ses parents de la G2. Et ensuite, ben, pour identifier les grands-parents, à ce moment-là, c'est possible que les parents et leurs enfants ne résidaient pas avec les grands-parents, mais à un moment dans la vie de la personne de la 2e génération ici du parent, mais cette personne-là était aussi enfant et résidait avec ses propres parents, donc les personnes de la G1. Et donc, on a 3 moments dans la vie de la G2, par exemple, de la personne de la G2. Un moment où la personne était enfant et résidait avec ses parents, un moment où cette personne-là avait son propre ménage avec son enfant et un moment où la personne résidait ni avec ses parents ni avec ses enfants. Mais donc, à travers cette représentation-là généalogique, on peut voir un peu, ça peut être quoi des stratégies pour identifier les liens familiaux entre des personnes qui ne résident pas ensemble, mais qui font partie de la même famille. Donc, plus précisément, dans les données, on a différentes stratégies pour faire ça. Une des stratégies qui est assez répandue là, dans différentes enquêtes longitudinales, en particulier européennes, c'est de poser des questions directes sur l'existence de membres de la famille élargie qui sont hors du ménage. Donc, on a des enquêtes comme SHARE ou le UK Household Longitudinal Survey ou Understanding Society, qui est parfois appelé comme ça, où on va demander est-ce que vous avez des petits-enfants qui sont en vie ou des grands-parents qui sont en vie, quel genre de contact vous avez avec. Et donc, on peut documenter de manière transversale l'existence de ces relations-là. Donc, ça demande des enquêtes qui incluent ces questions-là. Ensuite, on a aussi des enquêtes longitudinales ou des données de registre longitudinal. Donc, d'une part, on parle d'enquêtes plus traditionnelles comme le PSID, ou d'autre part, on parle de données de registre comme les registres suédois, là, où toute la population est inclue. Et à travers la collecte de données administratives, on va construire des profils longitudinaux des citoyens d'un pays. Mais dans les 2 cas, ce qu'on peut faire ici, c'est de suivre les individus sur une longue période et de les observer au moment où ils partagent ou où ils habitent dans le même ménage que différents membres de leur famille, et ensuite les suivre dans le futur à des moments où ils n'habitent pas nécessairement avec ces membres de leur famille, mais comme ils ont déjà habité avec les membres de leur famille dans le passé, on peut enregistrer cette information-là sur les liens familiaux qui ont déjà existé et les conserver comme information pour nos analyses. Donc, ici, c'est sur ce type d'approche-là que je vais me concentrer aujourd'hui. Ici, on parle d'une approche que j'appelle généalogique. Donc, je vais donner plus de détails pour que ça devienne plus clair. Et finalement, on a aussi des enquêtes avec des questions rétrospectives sur les membres de la famille où on ne demande pas nécessairement, comme dans le premier cas, est-ce que vous avez des grands-parents en vie ou on pose des questions sur les personnes? Non, ça va être un type de question qui va être un peu plus utilisé dans la littérature sur la mobilité sociale et où on va demander, par exemple, quel était le niveau d'éducation de vos parents, de vos grands-parents, etc. Et donc, dans ce cas-là aussi, on peut avoir des informations indirectes sur les membres de la famille, même s'ils ne sont plus en vie. Et finalement, on a aussi des données hybrides là, qui combinent au moins 2 de ce type de questions-là. Encore une fois, là, le GCEP et le BHPS sont de cette forme-là. OK.
Donc ici, j'ai parlé de toutes sortes d'enquêtes, toutes sortes de sources de données qui nous permettraient d'identifier des liens familiaux multigénérationnels, des membres de la famille élargie qui ne résident pas dans le même ménage. Toutes les bases de données que j'ai données comme exemple, ce ne sont pas des bases de données canadiennes parce qu'au Canada, on n'a pas d'enquête récente ou régulière qui documente de façon assez exhaustive les relations familiales avec la famille étendue, en particulier les membres de la famille qui ne résident pas dans le même ménage, les réseaux de parenté élargis, là, où vraiment des cousins, des oncles, des tantes, on ne s'attendrait pas à ce qu'ils résident nécessairement dans le même ménage. On a eu dans le passé quelques enquêtes là, qui fournissaient de l'information à ce niveau-là, mais on n'a pas nécessairement d'enquêtes récentes qui fournissent des informations détaillées à ce niveau-là. Donc, comme pour plein dès qu'on a un enjeu avec un manque de données d'enquête, au Canada, aujourd'hui, les chercheurs vont avoir tendance à se retourner vers les données administratives. Donc ici, aujourd'hui, ce que je vais me demander, c'est est-ce que les données administratives peuvent combler le manque de données au niveau de l'identification des relations familiales multigénérationnelles, l'identification des réseaux familiales élargis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données administratives qui sont disponibles? Donc aujourd'hui, mon objectif, ça va être de décrire un peu les informations qui sont contenues dans les données fiscales, donc un type particulier de données administratives, sur les relations familiales qui nous intéressent. Ensuite, de présenter un peu le potentiel d'une approche généalogique appliquée à l'étude des familles à partir des données fiscales. Et donc là, je vais avoir une partie qui va être un peu plus générale et ensuite une partie qui va se concentrer sur des stratégies pour mettre en œuvre une approche généalogique dans deux projets concrets que j'ai menés avec des collègues dans la dernière année. Ensuite, on va identifier les principales limites des ensembles de données de données fiscales disponibles rendues disponibles par Statistique Canada pour voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec une approche généalogique compte tenu des limites des données disponibles. Et je vais présenter des résultats de recherche qui utilisent des approches généalogiques. OK. Donc, ici, on a un concept. Le concept d'une approche généalogique qui vise à identifier les membres d'une famille élargie qui ne résident pas nécessairement dans le même ménage. Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre avec des données administratives canadiennes, en particulier avec des données fiscales? Donc, on va commencer en se posant la question, c'est quoi les caractéristiques principales des données fiscales canadiennes? Et ensuite, on va voir comment est-ce que ces caractéristiques-là peuvent être utilisées pour mettre en œuvre une approche généalogique et produire des analyses multigénérationnelles. Donc, d'abord, dans les données fiscales canadiennes, on a de l'information qui est disponible sur toute personne qui a déjà produit une déclaration fiscale depuis 1982, dans les données brutes. Là. Donc, pas nécessairement les produits qui sont disponibles aux chercheurs, mais du moins les données fiscales qui sont possédées par Statistique Canada. Avec ces données-là, on peut faire un suivi longitudinal des individus à toutes les années où une déclaration fiscale a été produite. Donc, une fois que quelqu'un produit une déclaration fiscale, on va être en mesure d'avoir de l'information sur toutes les autres déclarations fiscales qui ont été produites par cette personne-là, à quelques exceptions près. On a également un identifiant familial et des variables sur la structure des familles et le statut d'un individu au sein de sa famille. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur le concept là, de famille qui est utilisé dans les données fiscales dans quelques diapos. Mais la présence d'un identifiant familial transversal ici est vraiment important pour nos besoins. OK, on a aussi de l'information, donc en plus de ces variables-là qui sont très importantes au niveau de la structure, on a aussi de l'information dans les données fiscales, évidemment, assez détaillées sur le revenu individuel et familial des individus et sur leur lieu de résidence à l'aide du code postal qui est disponible. On a de l'information au-delà des personnes qui produisent une déclaration fiscale. On a également de l'information sur les enfants qui ne produisent pas de déclaration fiscale, mais qui peuvent être identifiés dans les déclarations fiscales. Par contre, pour ces enfants-là, on ne peut pas faire de suivi longitudinal. Et parmi les limites qu'on peut mentionner au niveau des données fiscales canadiennes, on peut mentionner le peu de variables sociodémographiques ou de caractéristiques des emplois qui sont disponibles et l'absence de variables plus subjectives ou auto-rapportées, donc des attitudes, des opinions, des perceptions, etc. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre une approche généalogique avec ces données-là, étant donné les caractéristiques qu'on vient de présenter? Donc, on va utiliser d'abord, on peut faire ça en 3 étapes. Utiliser d'abord les variables familiales pour identifier les liens familiaux entre les individus qui partagent le même
identifiant, désolé pour la petite erreur, le même identifiant familial lors d'une année donnée. Donc, par exemple, deux personnes qui partagent un même identifiant familial et d'une part, dont d'autres variables complémentaires mentionnent que l'un est parent et l'autre est enfant au sein de sa famille. Ça nous permet de déduire qu'ici, on a un lien parent-enfant entre ces deux personnes-là. Et donc, on peut, de façon assez simple, identifier les liens qui unissent toute personne qui a un même identifiant familial à travers les variables qui sont disponibles dans les données fiscales. Ensuite, on peut utiliser l'identifiant longitudinal de chaque individu pour le suivre dans les années suivantes ou même précédentes. Comme je l'avais mentionné. Donc, on peut conserver l'information sur un lien familial qui a été observé dans une année donnée, même si ensuite on va aller suivre des individus dans des années où ils ne résident plus, où ils n'ont plus de lien familial, où ils ne partagent plus d'identifiant familial avec le membre de la famille qui vient d'avoir été identifié. Et donc, c'est comme ça, par exemple, qu'on peut identifier un lien parent-enfant entre deux personnes qui résident ensemble lors d'une année en particulier. Et ensuite, suivre l'enfant une fois qu'il va devenir adulte et former son propre ménage, même s'il n'habite plus avec son parent. Et donc, ici, on va avoir un lien parent-enfant, deux observations. On peut enregistrer ce lien-là comme variable dans nos données. Et ensuite, on peut répéter, et ça, c'est rendu l'étape 3, répéter l'opération séquentiellement pour aller observer des relations de deuxième degré ou plus. Donc, on peut aller prendre, par exemple, le parent avec son enfant, et là, on a identifié cette relation-là. Bien, ensuite, on peut suivre longitudinalement l'enfant et observer le moment où cet enfant-là devient lui-même ou elle-même parent. Et donc, on observe de la même manière, avec la même étape qu'on utilise, le même processus qu'on utilise avec l'étape 1, et on va identifier la troisième génération. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on peut, puis je vais le montrer de façon un petit peu plus illustrée dans pas longtemps, dans les prochaines diapos, mais c'est de cette manière-là qu'on peut construire une base de données où on a des identifiants familiaux multigénérationnels. On peut identifier les relations familiales multigénérationnelles. Ensuite, à partir des données fiscales, on a aussi de l'information sur le revenu ou le lieu de résidence de ces personnes-là à travers leur cycle de vie. Et on peut aller tirer aussi d'autres informations à partir d'appariements avec des bases de données administratives qui proviennent d'autres sources, là, pas juste des données fiscales, pour enrichir un peu nos analyses. Puis ça va être un petit peu ça, ça va être ça l'approche, c'est ça l'approche qu'on a utilisée dans les projets dont je vais vous présenter quelques résultats aujourd'hui. OK, donc pour résumer ici, si on veut le représenter un peu plus on veut le représenter visuellement. On a un peu le même schéma que j'ai déjà montré. Et donc ici, on aurait une situation, si on veut suivre les trois étapes, où on identifie un lien familial entre la G1 et la G2. Ensuite, la G2, comme j'ai dit, forme son propre ménage, a ses propres enfants, et les enfants de la G2, donc les petits-enfants, vont former leur propre ménage. Ici, j'ai rajouté une personne de la G3, juste pour signaler également qu'on peut identifier des liens familiaux multigénérationnels de la G1 à la G3 à partir de cette approche-là longitudinale. Mais on peut aussi identifier des liens fraternels. Donc, deux personnes qui auraient été les enfants d'un membre de la G2, on peut considérer qu'ils vont être frères et sœurs ou qu'ils vont faire partie d'une même fratrie. Et une fois qu'ils deviennent adultes, on peut identifier, par exemple, deux adultes, deux personnes qui produisent des déclarations fiscales et qui sont frères et sœurs, même s'ils ne résident pas nécessairement dans le même ménage. OK. Je voulais fournir un peu plus d'informations sur, quand on parle de famille dans les données fiscales canadiennes, de quoi on parle. Là, je vais surveiller mon temps. Ouais. OK. Donc, dans les données fiscales canadiennes, le concept de famille, c'est le concept de famille de recensement. C'est-à-dire qu'on considère comme faisant partie d'une même famille, ou du moins c'est l'information qu'on obtient de Statistique Canada. Donc, des personnes qui vont être des conjoints ou des conjointes, ainsi que leurs enfants, lorsque les enfants produisent des déclarations fiscales également, dans la plupart des cas. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a deux adultes qui forment un couple qui forment un couple et qui produisent des déclarations fiscales et résident à la même adresse, on va leur attribuer le même identifiant familial, et on va aussi attribuer le même identifiant familial à tous les enfants biologiques ou adoptés
d'un ou deux de ces adultes-là. Puis là, évidemment, je simplifie un peu. Je vois qu'il y a des experts aussi dans l'audience et des expertes. Là, donc évidemment, je suis en mode vulgarisation ici. Il y a un peu plus de nuances que ça, mais c'est le principe de base ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a une famille recomposée où les enfants seraient les enfants biologiques ou adoptés seulement d'un des deux conjoints ou une des deux conjointes, on ne pourrait pas distinguer de manière transversale là, à qui appartiennent les enfants nécessairement. OK. On n'a pas d'informations sur les autres personnes dans le ménage. Donc, si on a des colocataires, si on a des grands-parents, si on a d'autres personnes qui sont présentes dans le ménage, il n'y a pas un identifiant commun au niveau du ménage. Il y a vraiment un identifiant commun au niveau de la famille de recensement. Et on n'a pas d'informations sur les personnes hors ménage de manière transversale. Mais comme je vous l'ai montré, on peut extraire cette information-là de manière longitudinale. Puis ça comprend s'il y a une garde partagée. OK. Les critères pour observer un lien familial entre deux individus, je veux donner un peu plus de détails aussi à ce niveau-là, juste parce que ça va être important pour la fin. Il faut que les deux individus aient produit une déclaration fiscale la même année et à la même adresse. Et il faut que le lien familial soit, en plus, il a été déclaré ou on puisse le retrouver dans un formulaire fiscal. Donc, le T1, où on met parfois, on est appelé à mettre le numéro d'assurance sociale de son conjoint ou sa conjointe, les formulaires fiscaux de l'Allocation canadienne pour enfants, etc. Et donc, il y a une grande proportion des adultes au Canada qui produisent une déclaration fiscale à chaque année, mais il y a évidemment des variations importantes en fonction de l'âge notamment. Cependant, la première déclaration fiscale produite par un individu, on l'observe dans une grande partie des cas entre 15 et 21 ans. Donc, c'est à ce moment-là où on va pouvoir observer, par exemple, un enfant qui réside avec ses parents et l'enfant et le parent produisent à la même adresse, la même année, une déclaration fiscale, et c'est ainsi qu'on va être capable d'identifier un lien parent-enfant dans les données fiscales. OK, donc ici, je vais passer les derniers 10 minutes environ là, de la présentation. Je vais les dédier à la présentation de résultats de deux projets qui font deux études qui font partie d'un projet financé par le partenariat de recherche Famille en mouvance, le DNRS. Donc, ici, les résultats que je vais présenter, ils ont été produits, c'est le produit d'un travail avec une équipe là, qui inclut Solène Nardou, ma collègue de l'Université de Montréal, ainsi que Natacha Pratt, qui est doctorante à l'INRS, et Béatrice Morcelli, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et donc, les deux questions de recherche qu'on a posées ici sont des questions qui s'intéressent à différentes dynamiques multigénérationnelles. La première, c'est est-ce que les ressources économiques des grands-parents ont une influence sur le statut socio-économique atteint par leurs petits-enfants une fois que ceux-ci deviennent adultes? Donc, c'est la question de la transmission multigénérationnelle du statut socio-économique. La deuxième question qu'on a posée, donc la deuxième étude qu'on a produite, puis ici on a des résultats un peu plus préliminaires, c'est on se demandait quelle proportion des familles avec enfants habitent à proximité des grands-parents. C'est quoi les facteurs associés à cette proximité géographique-là? OK. Donc, on a utilisé la base de données administrative longitudinale, la DAL. Il y a certains défis méthodologiques auxquels on a fait face à cause de notre choix de source de données, mais c'était néanmoins la source de données la plus avantageuse pour nous, puis on peut en discuter dans la période de questions s'il y a des questions à ce niveau-là. On observait un des défis, mais qui n'est pas spécifique à la DAL. On observe les paires de parents-enfants lorsque l'enfant est déclarant et que l'enfant a de 15 à 21 ans, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, un des enjeux ici, ça va être que la capacité d'identifier un lien parent-enfant pour nos cohortes d'intérêt va dépendre des comportements de déclaration fiscale des jeunes dans notre échantillon. Ensuite, on a besoin d'un grand nombre d'années d'observation pour le suivi longitudinal sur 3 générations et l'identification séquentielle des paires de parents-enfants, donc les 3 étapes que j'ai mentionnées. Ça va devenir un peu plus clair dans la prochaine diapo, mais on se dit que si on identifie un lien parent-enfant entre la G1 et la G2, lorsque, par exemple, la G2, donc les parents de la génération du milieu, avaient 15 à 21 ans, bien ensuite, il faut attendre environ 30 ans de plus pour identifier le prochain lien par enfant entre la G2 et la G3. Donc, ça nous prend au moins 30 ans de données. Et donc, ça va poser certains enjeux au niveau de quelle génération on peut identifier, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données. Et finalement, les données administratives longitudinales sont un échantillon de 20% de tous les déclarants ou les déclarantes, donc toutes les personnes qui ont produit une déclaration d'impôt. Donc, la sélection est individuelle. Donc, c'est possible qu'il manque
qu'on observe seulement certains membres d'une famille. Et en fait, dans la plupart des cas, c'est ça qui va arriver. Il va nous manquer beaucoup de personnes dans les données, ce qui fait en sorte que surtout quand on essaie de faire des observations de double lien, de lien multigénérationnel, donc le lien parent-enfant entre la G1 et la G2, et ensuite le lien parent-enfant entre la G2 et la G3, il y a beaucoup de chances qu'il nous manque une de ces personnes-là et donc que ça réduise la taille de notre échantillon potentiel. Par contre, on va utiliser des stratégies d'observation indirecte, là, comme je viens de le mentionner, qui vont nous permettre de contourner un peu cet enjeu-là. OK, donc pour la première question, l'influence de revenus des grands-parents sur la participation aux études postsecondaires de leurs petits-enfants. Vous voyez, la question est un peu différente de ce que j'ai présenté au début. Donc, ça vient, donc le choix des variables spécifiques de statut socio-économique, revenus et éducation postsecondaire des petits-enfants. Ça vient un peu des limites en termes de données auxquelles on a fait face. OK, donc pour cette étude-là, très rapidement, on a pris un échantillon de la troisième génération, donc les petits-enfants, qui étaient des déclarants, des personnes qui avaient produit des déclarations fiscales, qui étaient dans la DAL et qui étaient nés de 1999 à 2001. Ça veut dire que dans l'année la plus récente de données qu'on avait, ils avaient entre 20 et 22 ans. On a identifié les parents, donc la G2, lorsque la G3 avait entre 15 et 21 ans, à travers l'identification familiale transversale, donc avec la méthode que j'ai déjà décrite. Pardon. Et on a mesuré de façon directe le revenu des parents de la G2 en faisant la moyenne du revenu de la G2 lorsque la G3 avait de 15 à 19 ans. Donc, c'est une mesure standard là, du statut socio-économique d'une génération. Et donc, ici, finalement, on a mesuré de façon indirecte le revenu de la G1 des grands-parents en suivant les observations de la G2 au moment où ils avaient eux-mêmes 15 à 19 ans. Ou 15 à 23 ans, ici, dans le cas de cette étude-ci. Et à ce moment-là, on a extrait toutes les années où les personnes de la G2 étaient des enfants déclarants, des child filers. C'est-à-dire que dans ces années-là, on sait qu'ils résidaient avec leurs parents. Et on a utilisé la variable de revenu familial lors de ces années-là. Et dans ce cas-là, la variable de revenu familial, ce qu'elle capture, c'est le revenu des parents de la G2. Et donc ici, on n'a pas observé directement les individus de la G1, donc les grands-parents, mais on a observé leur revenu indirectement à travers l'information sur le statut dans la famille et le revenu familial des membres de la G2 lorsqu'ils avaient 15 à 23 ans. Donc, c'est peut-être un peu complexe comme mesure pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers avec les données. Je suis heureux d'en parler un peu plus dans la période de questions s'il y a des questions, mais c'est vraiment ça qui nous a permis de réaliser l'étude. Sans faire ça, on aurait été pris avec une situation où on avait où notre échantillon là, de 20 et notre besoin d'identifier deux liens par enfant réduisait notre échantillon à une taille qui était trop petite. Et donc, ça a été nécessaire de faire d'utiliser cette approche-là. Et puis, pour la G3, on a utilisé un couplage entre les données du système d'information sur l'éducation postsecondaire et la DAL pour obtenir une variable qui indiquait si les petits-enfants avaient participé aux études postsecondaires ou non. OK. Ici, je vais vous présenter rapidement nos résultats. D'abord, on a trouvé une association entre donc, on a estimé un modèle de régression où on avait comme variable dépendante une variable binaire qui était la participation ou non aux études postsecondaires de la part des petits-enfants de la troisième génération. Et nos deux variables indépendantes principales étaient le revenu familial des parents et le revenu familial des grands-parents. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est que le revenu familial des parents et des grands-parents, de manière indépendante, sont associés, puis ici on peut interpréter ça en termes de points de probabilité, donc à mesure que le revenu des parents ou des grands-parents augmente, plus les revenus sont élevés, plus on a une probabilité élevée que les petits-enfants de la G3 participent aux études post-secondaires. Et il y a ici un effet net de chacune des deux variables. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le lien entre l'association de revenus des grands-parents et la participation aux études postsecondaires de leurs petits-enfants subsiste, même si on contrôle pour le revenu des parents. Mais on a quand même un effet de médiation, donc l'association ici, brute qu'on voyait, ou non ajustée qu'on voyait entre le revenu des grands-parents et la participation aux études postsecondaires de leurs petits-enfants. 65% de cette association-là opère indirectement à travers le niveau de revenu des parents. Et un tiers opère de manière nette du revenu des parents.
Et la raison ici, c'est que, évidemment, le revenu des grands-parents est associé au revenu, donc le revenu de la G1 est associé au revenu de la G2. Donc, là, il y a une corrélation bigénérationnelle du revenu ici. La deuxième analyse qu'on a produite dans le cadre de cette étude-là, ben, c'est le modèle 4 ici. On voulait savoir si l'influence du revenu des parents sur la participation aux études post-secondaires de leurs enfants, donc le lien entre la G2 et la G3, était plus ou moins forte en fonction du revenu des grands-parents. L'idée ici, c'est de savoir si dans les familles à faible revenu, avoir un grand-parent qui a également un faible niveau de revenu est la source d'une pénalité encore plus grande en termes de participation aux études postsecondaires que si on a une famille à faible revenu, mais des grands-parents qui ont un revenu peut-être médian ou plus élevé. Et ce qu'on a vu ici dans nos estimations, puis ça, c'est les probabilités prédites qui sont dérivées de notre modèle numéro 4 avec l'interaction, c'est qu'on voit que le revenu des grands-parents semble influencer la participation aux études postsecondaires des petits-enfants de manière particulièrement forte quand on regarde les petits-enfants, donc les gens de la G3, qui ont grandi dans des familles à faible revenu. Et donc, on peut voir par exemple ici que un petit enfant, quelqu'un de la G3, qui a grandi dans une famille ici à faible revenu, dans les plus bas percentiles la distribution de revenus parental, va avoir une probabilité environ plus que 10 points de pourcentage plus basse de participer aux études postsecondaires si ses grands-parents sont dans le 10e percentile de revenus plutôt que le 90e percentile de revenus. Et donc, il peut y avoir ici un effet compensatoire d'avoir des grands-parents avec un revenu élevé, mais aussi un effet pénalisant d'avoir des grands-parents avec un revenu faible lorsqu'on a grandi dans une famille à faible revenu. OK. Pour le deuxième projet, et je vais passer très rapidement pour qu'on ait le temps d'avoir une petite période de questions. On s'intéressait plutôt aux facteurs associés à la proximité résidentielle des grands-parents et leurs petits-enfants. Je vais passer sur les détails méthodologiques, mais on a identifié des liens par enfant un peu de la même manière. Mais ici, pour la troisième génération, on ne l'a pas observé directement. On a plutôt utilisé les variables à Dahl qui indiquent la présence d'un enfant de moins de 18 ans dans une famille, que cet enfant-là ait produit une déclaration fiscale ou non. Et donc, ce qu'on a produit comme résultat, c'est la proximité géographique entre une famille avec enfants et les grands-parents de cette famille avec enfants. Ce qu'on a trouvé, c'est que, puis je vais vous présenter juste deux petits résultats. On s'est basé sur les codes postaux pour identifier la proximité résidentielle ici, soit que les individus avaient différents codes postaux complètement, ou les mêmes trois premiers chiffres, ça veut dire qu'ils faisaient partie de la même Forward Sortation Area, j'ai oublié le mot en français, mais donc une unité géographique là, de taille variable à travers le Canada, mais quand même qui est plus restreinte, ou s'ils avaient des codes postaux identiques, et en milieu urbain, souvent, ça veut dire être voisins ou habiter dans le même bâtiment. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que donc la proximité résidentielle est fortement associée au niveau de revenus des familles. Et donc, une famille avec enfants qui est au bas de la distribution de revenus, dans le quintile le plus bas, va avoir une probabilité beaucoup plus élevée d'avoir un code postal identique aux grands-parents ou d'avoir les mêmes trois chiffres. Et les familles à haut revenu ont une probabilité beaucoup plus élevée d'avoir un code postal qui est complètement différent que celui des grands-parents. La proximité résidentielle est aussi fortement associée au statut matrimonial, où on voit par exemple que les parents, les familles monoparentales ont une probabilité beaucoup plus forte d'avoir des codes postaux, d'habiter dans le même code postal que les grands-parents. Et donc, évidemment, il peut y avoir toutes sortes de raisons en termes de le fait que la proximité résidentielle est souvent associée à la solidarité familiale multigénérationnelle. OK. Donc, en conclusion, les données fiscales canadiennes permettent de faire des analyses longitudinales qui s'intéressent à trois dimensions importantes des trajectoires de vie des individus qui produisent des déclarations fiscales, donc le revenu, les structures et les relations familiales et le lieu de résidence. On a une quantité encore plus grande d'informations qu'on peut aller chercher grâce à des appariements. Donc, on a vraiment un fort potentiel. Ce qu'on a vu quand on a utilisé ces données-là pour étudier les dynamiques multigénérationnelles,
on était capable de mettre de l'avant l'importance des dynamiques familiales multigénérationnelles au Canada, à la fois pour les inégalités, les parcours de vie et potentiellement pour les solidarités familiales. Mais on a vu qu'il y a certaines limites au niveau des produits de données administratives canadiennes quand on veut produire des recherches sur les relations familiales multigénérationnelles. J'ai touché à quelques-unes de ces limites-là. Il y en a un peu plus que je n'ai pas eu le temps de toucher. Donc, je vais conclure avec ce que j'appelle un appel à l'action. En ce moment, on a des produits de données qui ne sont pas nécessairement de données administratives, qui ne sont pas nécessairement adaptés à des analyses familiales, des projets qui s'intéressent aux dynamiques familiales multigénérationnelles, aux relations entre les membres de famille qui ne résident pas dans le même ménage. Mais en principe, les données brutes de Statistique Canada pourraient être utilisées pour développer des produits qui nous permettent de le faire. Et donc, ce genre de projet-là, il y a un potentiel immense pour la recherche sur la famille, sur les inégalités, sur la migration, mais c'est des données assez complexes et donc c'est important que les chercheurs universitaires, les professionnels des agences statistiques s'intéressent à comprendre mieux le potentiel de ces données-là. Puis c'est un peu ça mon objectif de la présentation aujourd'hui, mais aussi comprendre mieux les prérequis ou ce qui est nécessaire pour construire des bases de données multigénérationnelles du côté des chercheurs, qu'on soit en mesure d'expliquer clairement la nature du besoin, comme encore une fois, j'essaie de le faire aujourd'hui. Donc, avant qu'on ait accès à des nouveaux produits de données qui permettent de produire ce genre de recherche-là, puis là, c'est ici que je passe peut-être en conclusion à la partie plus publicité ou diffusion de cet événement-là qui s'en vient, le BADA qu'on a déjà mentionné. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre à travailler avec des données administratives pour produire des analyses qui touchent aux dynamiques longitudinales du revenu, aux dynamiques multigénérationnelles, aux dynamiques de mobilité géographique? Et une des options, c'est le Bootcamp en analyse de données administratives 2025, qui a été créé en collaboration avec le SIX et le groupe d'études en statistiques sociales que je vais enseigner au mois de juin 2025. Donc, si vous avez des questions, il y a toute une série d'informations, notamment sur les inscriptions, qui sont fournies dans le chat et qui sont disponibles sur le site web du SIX. Donc, je vais conclure ma présentation ici et je vais remercier encore une fois Magali Girard pour l'invitation et l'équipe du SIX. Et au plaisir de recevoir vos questions. Merci Xavier. Puis ben oui, comme tu l'as mentionné, là, Pascal elle a mis dans le chat les liens d'inscription vers différentes modalités d'inscription à BADA. Là, on a, comme l'année passée, là, un programme complet qui dure toute la semaine. En 2025, ce bootcamp-là aura lieu du 9 au 13 juin au SIX, ici en présentiel, avec des ateliers en après-midi, là, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, des ateliers pratiques dans le laboratoire de Statistique Canada. Et puis, ben, pour ça, pour s'assurer là, qu'il y a une bonne demande, ça va être par sélection. Mais sinon, vous pouvez y aller à la carte, là. Il y a une journée de formation sur Stata avancé le lundi, puis des ateliers. Vous pouvez assister aux formations de l'avant-midi qui sont ouvertes à tous. Donc, tous les détails sont sur notre site web ou vers les liens d'inscription. Il nous reste 7, 8 minutes pour des questions. Donc, s'il y a des gens qui utilisent le chat ou bien lever la main, poser directement vos questions, ça va me faire plaisir de vous donner la parole. Oui, Simona, je vois prendre, ouvrir Bonjour, votre je vais micro. essayer de mettre la vidéo. Je suis dans l'auto, je m'en excuse. Merci beaucoup, Xavier, pour la présentation. J'ai une question qui concerne les biais de sélection, évidemment, de la base de la dalle. Et ma question est, j'ai jamais travaillé avec les données de la dalle, mais est-ce que ça serait possible de les jumeler avec les données du questionnaire ménage des recensements? Euh, Donc, en théorie, c'est possible de coupler toutes les bases de données du Statistique Canada entre elles, mais il y a un processus d'approbation et tout, là, puis c'est pas gratuit. Mais spécifiquement pour ce couplage-là, euh, y- on n'y avait pas accès pendant très longtemps. Je crois qu'il est maintenant possible d'y accéder, mais je ne suis pas certain. Donc, c'est à vérifier. Mais je sais que le produit, il y a eu des discussions là, sur un couplage entre le recensement de 2016 et la dalle. Et je crois avoir vu passer un message qui disait que récemment, on pouvait demander l'accès. OK, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Peut-être juste en attendant les questions, juste mentionner, j'ai oublié de mentionner en introduction, mais le webinaire est enregistré parce qu'on a une chaîne, le SIX a une chaîne YouTube et ça va être rapidement mis en ligne cette semaine avec beaucoup d'efficacité par Pascal. Alors voilà, hop, il y a déjà le lien YouTube dans notre chat. Peut-être en attendant qu'il y ait d'autres questions, Xavier, tu as mentionné dans ta présentation que tu considérais que pour l'analyse des dynamiques. Ah oui, Catherine, attends, je finis ma question. Catherine, tu as mentionné que la DAL, c'était la source de données la plus avantageuse pour l'étude des dynamiques familiales. Peux-tu élaborer là-dessus? Puis, juste, il reste 5 minutes, puis j'ai deux questions qui s'en viennent après. Juste pour gérer le temps. Oui, donc très rapidement, beaucoup d'autres produits de données administratives. Ben, je vais donner des exemples concrets. Un autre produit possible, c'était la BDIM. Ce produit-là inclut seulement les immigrants. Donc, dès qu'il y a un membre de la famille qui n'est pas immigrant, en particulier donc la troisième génération dans ce cas-ci, ou la deuxième génération, donc les enfants des immigrants, mais on ne les retrouve pas dans les données. On ne peut pas les observer directement. Donc, là, pour ce côté-là, ben, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, même s'il y a plein de projets sur spécifiquement des dynamiques familiales dans les familles immigrantes qui pourraient être faites en prenant en compte ces contraintes-là. Le même type d'analyse qu'on pourrait faire avec la BDIM? Ah oui, super. Ben, il y a un type d'analyse qu'on pourrait probablement faire. Là. Évidemment, il y a beaucoup de limites à cause de l'absence des membres de la famille qui ne sont pas des immigrants dans les données. Ensuite, pour beaucoup d'autres produits, on se limite à deux générations, donc la BDMIR, par exemple, la base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu. On a des données comme l'enquête sociale générale liée aux fichiers fiscaux, où on a seulement un couplage de nature individuelle. On ne peut pas vraiment identifier rétrospectivement les personnes qui appartiennent à la même famille. La plupart des produits n'ont pas vraiment été développés avec cette idée-là en tête, de permettre une approche généalogique ou d'identifier les membres de la famille élargie. Donc, même s'il y avait le 20% de la dalle qui avait un enjeu, qui créait des enjeux au niveau de la taille d'échantillon, l'absence de beaucoup de membres de la famille, aléatoire, là, donc c'était correct pour les enjeux de sélection, ça restait la meilleure base de données. Parfait, merci. Je vais donner la parole à Catherine, ensuite à Lisa, puis ensuite, il y a une question dans le chat. Oui, Catherine. Oui, merci. Je veux juste dire rapidement que, en effet, je confirme, il y a un couplage de données qui a eu lieu entre la DAL et le recensement 2016 à 2021. On l'avait indiqué dans notre infolette d'octobre, donc c'est disponible. OK, super, merci. Et, Génial. Oui, Lisa. Merci, Catherine. Bonjour. Juste rapidement, c'est fantastique comme étude et j'applaudis l'intérêt pour les effets multigénérationnels. On a bientôt des données au complet sur les recensements de 1901, 11, 21 qui comprennent les informations sur les revenus et je pense qu'il y aura des possibilités des études comparatives et on peut reconstruire les généalogies. Donc, juste pour contribuer à cette idée. Oui, puis c'est mon erreur de ne pas l'avoir mentionné, mais en vous voyant dans les membres de l'audience, j'aurais dû le mentionner. Je parle vraiment de données contemporaines. Au niveau des données historiques au Canada, on est vraiment privilégié là, avec les projets en démographie historique. Donc voilà, ouais. Donc, ce que j'ai présenté était quand même inspiré un petit peu de ce qui se fait en démographie historique également, là, les approches qui sont développées à ce niveau-là, évidemment. Super. Une question dans le chat. Est-ce que la DAL dispose des données sur les histoires génésiques, le parcours d'union, d'emploi éducationnel sur les immigrants de première génération? Donc, pour certains, c'est peut-être un peu général, donc ça dépend qu'est-ce qui est recherché ici, là, mais il y a de l'information dans la BDIM sur la plupart de ces variables-là. Avec certaines limites, évidemment, parce qu'on travaille avec des données administratives. La BDIM est maintenant couplée avec la DAL. La BDIM est couplée avec le système d'information sur l'éducation postsecondaire. Donc, on peut aller chercher encore plus d'informations à travers ces couplages-là. Oui. Mais je pense que ça devient assez clair dans la documentation, là, en allant voir la documentation de la DAL qui est disponible en ligne. Je pense que ça peut clarifier quelle information sur ces thèmes-là est disponible dans la DAL. Parfait, merci. Ben, il est 13 heures ou presque. Donc, merci beaucoup, Xavier, pour la présentation. Merci à tout le monde pour votre présence. Je rappelle là, pour BADA ou d'autres choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le SIX, ça va nous faire plaisir. Des questions plus spécifiques sur le contenu,
ça va nous faire plaisir de rediriger ces questions-là vers à Xavier. Alors, merci beaucoup à tout le monde, puis bel après-midi.